on peut peut-être commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on peut commencer. En effet, je viens de lancer l'enregistrement de la conférence. Comme ça, elle sera disponible en replay. Super. Voilà. Donc, le but de cette conférence, c'est vous présenter les masters de finance qui se font en alternance à l'ESCA. Et donc, premièrement, on va avoir un peu le parcours, les matières qu'on va aborder. Et puis, deuxièmement, on va voir un peu les métiers vers lesquels on peut se diriger ensuite et auxquels le master prépare. La première partie, on va présenter donc le master finance, risque et compliance. C'est son nouveau nom. Moi, je suis en 5e année, donc moi, ça s'appelait finance et risk management. Mais bon. Le compliance, c'est plus, j'ai demandé au responsable de master, c'est plus un terme que vraiment une matière, quoi. Et ensuite, on verra le master corporate finance. Donc, le master finance et risque et compliance, donc je vais présenter avec Lucas. Pour parler un peu de mon parcours, Lucas, je laisserai te présenter juste après. Donc moi, je suis à l'ESCA depuis la première année. J'ai suivi le programme Grande École. Et donc, j'ai choisi la finance parce que voilà, j'avais une appétence particulière pour la finance. Et je n'étais pas encore sûr de finance de marché, finance d'entreprise, quoi faire. Et l'avantage de ce master, c'est qu'on voit vraiment des deux. Donc, on n'est pas spécialisé, mais on est vraiment du coup hyper polyvalent et ça amène plein de connaissances sur plein de choses et sur le risque aussi, que vous allez voir se décline sous plusieurs formes. On a du risque financier, donc tout ce qui est risque de taux, risque de liquidité, risque de crédit, etc. Tous ces risques. Et on a aussi des risques plus, comment dire, liés à la compliance, liés au risque opérationnel, donc comment fonctionne une entreprise, quels sont les risques, etc. Et donc voilà, c'est un master assez global. Et donc, j'ai choisi ce master pour ça. Et alors, dans mon métier, je suis chargé d'acceptation à la Société Générale. Donc, en fait, pour vous expliquer brièvement, vous avez tous un compte bancaire, j'imagine. Et donc, vous avez une banque. Et ben, pour les fonds d'investissement de droit français, c'est la même chose. Ils ont tous une banque. Et donc, Société Générale est dépositaire de tous les actifs du fonds. C'est-à-dire, si le fonds il investit dans, je sais pas, les actions Renault, et ben, c'est Société Générale qui va détenir les actions. Donc, elles seront au nom du fonds, mais c'est Société Générale qui les détient. Et toutes les liquidités, c'est pareil. Donc, si elle a le cash, tout le cash des investisseurs au début, à la création du fonds, c'est Société Générale qui l'a sur ses comptes. Donc, il faut qu'on s'assure que le fonds d'investissement, il ne vende pas de la cocaïne. Vous doutez bien que ce serait pas top. Mais donc, voilà, mon métier, c'est d'accepter les fonds et de m'assurer de l'équité entre les porteurs et que leurs intérêts sont bien respectés. Lucas, je ne sais pas si tu veux te présenter rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à tous du coup. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis en master 1, donc je viens de rentrer dans le master finance risque et conformité. Donc pour revenir sur mon parcours, donc moi j'ai choisi ce master parce que un peu comme Colin, voilà, j'avais une appétence pour la finance, je savais que je voulais un master en finance. Dès les premières années, j'étais intéressé par les matières financières et aussi l'option de l'alternance m'a beaucoup intéressé. Financièrement parlant, mais aussi pour l'expérience que ça peut donner à côté. Et donc là actuellement, donc je suis en alternance à la BNP Paribas. Donc moi je suis au niveau du groupe, je suis analyste capital adéquacy. Donc pour résumer en bref, je gère tout ce qui est ratio de solvabilité, donc production du ratio de solvabilité du groupe. Et voilà, c'est plus un poste contrôle de gestion réglementaire. Voilà, c'est plus ce côté-là. Mais si vous voulez, j'irai plus en détail après. Et voilà pour moi. Je vous présenterai après le profil nécessaire pour le master, pour ce master-là. Voilà. Super, merci. Donc oui, je précise, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous couper. Et pour les questions un peu plus de fond sur notre parcours, sur les métiers, etc., je pense qu'on fera ça plutôt sur la partie Q&A qu'on a prévue.
Donc là, je vais vous présenter un peu les cours que vous allez avoir en première année déjà. Donc en première année, donc maintenant, vous avez le premier semestre qui est commun à tout le monde. Donc c'est vraiment un semestre généraliste pour tous ceux qui vont suivre la voie Advanced Management Skills, je crois qu'ils appellent ça maintenant. Donc voilà, vous avez des cours de data analytics, vous avez des cours de leadership, stratégie, etc. Bon, ça, vous pouvez le retrouver. Et alors en deuxième semestre de quatrième année, en fait, vous allez vous pré-spécialiser pour trouver un peu en fonction de votre appétence, quoi. Et donc, voilà, vous avez des cours de Advanced Corporate Finance, Portfolio Management. D'ailleurs, non, pour ceux qui vont suivre le Master Finance Risk Management, donc le nôtre, en fait, vous avez le cours de Portfolio Management est remplacé par un cours de Financial Risk Management. Donc voilà, vous avez aussi des IFRS et consolidation. Donc ça reste général, mais déjà c'est une première pré-spécialisation. Ensuite, en cinquième année, vous avez des cours un peu plus spécifiques. Donc comme je l'ai dit, il y a des cours toujours... on va être axé en fait un peu plus sur le risque. Donc là, vous allez avoir du risque de liquidité et de crédit. Donc, comme je vous ai dit, hein, le risque vraiment lié à la finance et aux mathématiques. Donc, il y a aussi des cours de modélisation du risque, risque de taux, risque de matières premières. Bon, ça, c'est plus du marché. Et il y a aussi du risque opérationnel où là, bah, je pourrais revenir un peu plus en détail, mais en fait, ça va plus être du risque de qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose dans l'organisation qui se passe mal ou qui se passe pas comme prévu. Et donc voilà, vous avez aussi cours de compliance et éthique. On fait aussi un peu d'assurance. Ça permet de voir un autre secteur. Mais voilà, je vous avoue que c'est quand même très axé sur le secteur bancaire. Et bon, il y en a beaucoup qui sont aussi dans les grands groupes. Mais voilà, on est quand même un master qui est quand même axé sur la banque. Vous avez du contrôle interne et business analytics, bah, c'est classique. Donc voilà. Pour les cours, si vous avez plus de questions, bah, n'hésitez pas. Et je pense que je vais pouvoir vous montrer à la fin un petit exemple de qu'est-ce qu'on fait par rapport au risque. Quelle est la différence, quelle est notre valeur ajoutée en fait par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de risque. Voilà pour les cours. Pour les certifications, c'est assez intéressant pour vous démarquer et aussi pour votre culture générale. Donc personnellement, pour l'instant, j'ai la certification Bloomberg, donc je vais commencer par celle-là. Donc en fait, elle est recherchée, mais c'est pas un must pour pas mal de métiers. C'est surtout en fait votre connaissance générale des marchés financiers. Et plus que les marchés financiers, j'irai au-delà, c'est de l'économie en général. Parce que dans la certification, on voit beaucoup de phénomènes macro, tout ce qui est bonds, equity, etc. En fait, sont très liés, leur valuation et leurs mouvements, etc., sont très liés aux conditions macroéconomiques, etc. Donc en fait, ce que ça va vous apporter, c'est vraiment une grosse culture générale. Et si vous la bossez sérieusement, c'est-à-dire en prenant des notes, etc., bon, ça va vous prendre un certain nombre de temps. Si vous avez déjà un bon socle et que vous voulez juste la certification, je pense que c'est une certification qui s'obtient en un mois facilement en travaillant assez régulièrement tous les jours. Et c'est une certification qui n'est pas dure dans le sens que, en fait, vous avez des petits questionnaires tout au long de la formation. Et donc, si vous avez la moyenne à ces questionnaires, ou plus de 12, je crois, vous avez la certification à la fin. Donc voilà, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée sur votre culture générale et sur votre compréhension des cours aussi et de ce que vous faites dans vos métiers. Parce que bah voilà, c'est quand même un socle. Enfin, Bloomberg, ils savent de quoi ils parlent, hein, donc c'est très bien résumé. C'est très clair, c'est très lucide, donc voilà. C'est vraiment des key points qui sont intéressants à avoir. Ensuite, je parlais de la certification AMF. Donc ça, quand on travaille dans la banque et dans le secteur des fonds d'investissement ou des sociétés de gestion en général, c'est très intéressant de l'avoir et c'est même obligatoire pour certains postes.
parce que voilà, c'est tout ce qui définit la réglementation. Et il faut savoir que l'AMF, c'est une organisation indépendante. C'est-à-dire qu'elle elle régule aussi bien les entreprises que l'État. Donc voilà, c'est vraiment le socle et la base pour pouvoir travailler dans certains métiers. Après, ceux qui vont faire plus du M&A, ceux qui s'orientent vers voilà, plus de la finance d'entreprise, vous n'aurez pas besoin de cette certification. C'est surtout pour ceux qui s'intéressent un peu plus voilà, au milieu bancaire et des marchés financiers. Ensuite, la certification FRM GARP. Donc ça, c'est une certification sur tout ce qui est risque. Donc il y a beaucoup de modeling, de maths, mais bon, c'est pas non plus, on n'est pas des ingénieurs, donc voilà. Et en fait, la formation FRM, je reprends la façon dont me l'a expliqué mon prof, c'est en fait, les ingénieurs, on les forme à apprendre à faire les formules qui vont nous servir à calculer le risque. Nous, on n'est pas là pour savoir faire les formules. Nous, on est là pour savoir les interpréter. Donc, en fait, on sait les appliquer, dans quelle situation, etc., on en a besoin, pour définir des scénarios, etc. Et on sait les interpréter et trier, on va dire, les données qu'on obtient, pour ensuite faire un rapport au management et qu'il puisse prendre une décision. Voilà. Donc, on n'est pas là pour savoir faire la formule, on est là pour savoir interpréter et reporter au management pour qu'ils prennent la meilleure décision possible. Vous allez voir d'ailleurs avec Lucas que c'est des métiers autour du risque qui sont de plus en plus demandés. Il y a de plus en plus de création de postes parce que voilà, les entreprises, les grands groupes ne veulent plus laisser la place au hasard. Et donc, on a besoin de risk managers, de gens qui savent calculer les bonnes données, les bonnes data, les bons key points pour garder l'entreprise à flot. Et enfin, la certification SAS. Donc SAS, pour vous expliquer, c'est un Excel version 2.0, version comment dire, voilà, améliorée. C'est un super outil, une super puissance de calcul. Et donc voilà, on va pouvoir faire plusieurs analyses avec SAS. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est un Excel un peu super puissant qui peut calculer bien plus de lignes et de colonnes. Voilà. Je vais laisser la parole à Lucas. On reviendra sur les certifications, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la partie Q&A. Merci Colin. Du coup, ouais, on va passer, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, au choix de l'alternance. Alors, qu'est-ce qui peut vous amener à choisir l'alternance? Là, on ne parle pas du master, mais juste l'alternance. Donc, déjà, on peut considérer que l'alternance, c'est un très gros stage que vous allez faire sur tout le long de votre master. Et évidemment, l'entreprise qui vous embauche, eh bien, elle s'attend à ce que vous rentrez dans l'entreprise. Alors, ça dépend après des sociétés. Généralement, quand vous rentrez dans un grand groupe, alors par exemple une banque, l'objectif derrière, c'est de vous faire employer par la banque en CDI. Donc, c'est un choix à prendre en compte aussi. Si vous faites un master en alternance, c'est de bien choisir votre entreprise, bien choisir votre domaine, puisque derrière, ça va définir aussi votre employabilité dans le bon secteur et dans l'entreprise que vous avez choisie. Ensuite, professionnaliser énormément. Alors ça, évidemment, vous avez donc 2 semaines. Alors là, dans ce cadre de ce master-là, il y en a d'autres, c'est un rythme différent, mais en finance, risque et conformité, par exemple, vous allez avoir un rythme 3 semaines en entreprise, 2 semaines en école. Donc, vous avez plus de temps en entreprise qu'en école, évidemment. Donc, eh bien, ce que vous allez voir en cours, eh bien, vous allez voir aussi en entreprise, mais vous allez le faire concrètement dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on dit professionnaliser énormément, parce que vous voyez en entreprise des notions que vous voyez en cours. Donc, c'est extrêmement intéressant pour ça. Et du coup, ça vous donne aussi une aisance aussi en entreprise quand vous sortez de votre master qui est assez intéressante. Donc ça, voilà. Aussi, alors un point qu'on a mis là, parfois il y en a qui ont peur de se dire, voilà, si je choisis une mauvaise alternance pendant 2 ans, je m'engage pendant 2 ans, donc au bout de 2 mois, je vois que mon alternance elle est pas bien, etc. Je sais pas si
si je peux changer, en fait, si, hein, l'ESCA vous dit que vous ne pouvez pas changer. Mais évidemment, si ça se passe mal, au bout d'un an, vous pouvez changer et faire 2 alternances différentes du coup au total, ce qui est quand même pas négligeable si vous faites une erreur dans le choix de l'alternance, par exemple. Et c'est quand même très très bien de pouvoir changer en fait d'alternance en cours de master. On a mis les postes visés, on en parlera aussi après, je pense, sur la slide d'après. Mais voilà, globalement, là, on a mis des exemples. Risque compliance officer dans une banque. Donc, oui, alors, comme Colin disait, c'est un master qui destine vachement à la banque, banque et assurance, dans ce secteur-là. Mais là, comme vous voyez dans les exemples, vous pouvez aussi avoir des positions dans d'autres grosses entreprises, comme par exemple, je sais pas, vous pouvez être contrôleur interne chez Saint-Gobain, par exemple. Ça, c'est des possibilités. Vous pouvez être chez Total en contrôle de gestion. Enfin, vous avez plein d'opportunités différentes. Après, voilà, ce master, il donne un axe aussi sur le risque. Alors, ton micro s'est coupé, Lucas. Oui, pardon. Oui, alors je ne sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà, vous avez, même si le master destine à la banque et assurance, puisqu'il voit toutes les notions de risque, vous avez aussi ces notions dans les grandes entreprises hors banque et assurance, comme par exemple, voilà, comme je disais, Total, par exemple, vous pouvez occuper des postes très facilement en contrôle interne, etc. Vous pouvez même après bouger très facilement dans d'autres entreprises. Voilà. Alors ensuite, quel est le profil des étudiants pour intégrer ce master? Donc évidemment, la capacité à s'adapter, être rigoureux, voilà, hein, ça c'est des qualités évidentes. Un goût pour les chiffres et la finance, évidemment, faut que vous ayez une appétence pour les mathématiques, enfin voilà, pour manier la donnée, faut aussi pour les outils, par exemple Excel, etc. C'est des outils que vous allez forcément utiliser dans votre entreprise, que ce soit pendant votre alternance ou après. Et c'est des notions qui forcément sont propres au master. Appétence pour les sujets à risque, voilà, évidemment, faut que vous ayez une ouverture sur ces sujets-là, c'est important, et une bonne capacité de raisonnement et d'organisation. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette slide, et sinon on peut passer à la suite. Voilà. Donc voilà, comme on disait, quels sont les postes visés? Vraiment, vous avez toutes les possibilités. Voilà, analyste, voilà, on en a remis d'autres, consultant, auditeur, analyste financier, inspecteur bancaire. Et après, évidemment, vous pouvez évoluer sur des positions de COO, Chief Operating Officer ou Chief Financial Officer. Alors ça dépend vraiment, ça dépend de la taille de l'entreprise que vous rejoignez aussi. Mais par exemple, dans une banque assurance, c'est un master qui est quand même très intéressant. C'est un master qui est très intéressant pour justement évoluer au sein de la banque parce que vous avez déjà une ouverture sur les risques, sur la conformité. C'est des sujets qu'on retrouve énormément en banque, justement depuis peut-être que certains de vous ne le savent pas, mais depuis la crise de 2008, il y a énormément de postes en risque et en conformité qui ont ouvert dans les banques. C'est un sujet qui est extrêmement sensible pour les banques. Donc évidemment, il faut énormément d'analystes en risque, énormément d'analystes en conformité pour pouvoir gérer tous ces process qui sont en fait lourds pour les banques. Et donc voilà, ils recrutent énormément pour ces postes-là. Ou en France ou à l'étranger, évidemment, vous avez le choix de où faire votre poste. Il y a beaucoup de matières qui sont en anglais, donc ça va aussi vous habituer à l'anglais. Et puis aussi, si vous avez la chance pendant votre alternance d'avoir des échanges en anglais avec des professionnels, etc., derrière, vous pouvez, par exemple, dans une banque, il y a énormément d'opportunités à l'étranger parce que les banques en France, elles ont une vocation un peu internationale. Donc, vous pourrez évidemment évoluer à l'étranger après ce master. Il n'y aura pas de frein à ce niveau-là. Et dans quelle structure? On l'a déjà dit, voilà, vous pouvez évoluer dans une petite entreprise qui a besoin d'un référent risque conformité dans un grand groupe. Ça, c'est l'idéal en début de carrière, puisque derrière, vous pouvez avoir une forte connaissance et vous allez être plutôt confortable dans un grand groupe, dans une banque internationale, voilà, ou dans un fonds d'investissement. Voilà, en effet, c'est aussi des structures qui ont besoin d'analystes dans ces secteurs-là. Donc voilà, j'ai fini sur cette slide.
Juste une question de Victor Etienne par rapport à la slide précédente. Il nous demandait d'approfondir un petit peu l'appétence pour des sujets risques. Qu'est-ce qu'on entendait par risque? Justement, on va en parler juste la slide d'après. Alors, je ne sais pas si Colin, tu voulais présenter cette slide, la slide qui était après celle que je viens de présenter. Voilà, celle-ci. En fait, c'était pour vous donner une idée un peu de voilà, quels sont les métiers autour du risque. Et quand on parle de risque, donc pour répondre à ta question, Victor, comme j'ai dit précédemment, il y a un peu de tout. Si tu regardes en bas, tu vois qu'il y a du M&A. Donc en M&A, le type de risque que tu vas faire, tu vas analyser des ratios financiers, tu vas passer ton temps dans des comptes de résultats, dans des bilans, faire des ratios, faire des études sur l'entreprise, etc. Donc en fait, ton but, c'est de déterminer un risque, de le quantifier financièrement. Si tu montes juste au-dessus, audit interne et contrôle interne, là, ça n'a rien à voir. L'audit interne et le contrôle interne, c'est vérifier que ton organisation, elle fonctionne bien. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs niveaux de contrôle du risque. Mais pour vous parler de la première ligne, toi, quand tu vas faire du M&A, tu es en première ligne de risque. C'est-à-dire que si tu fais une erreur dans tes calculs, il y a un risque que tu te trompes, il y a un risque que tu utilises la mauvaise formule, il y a un risque que tu utilises la mauvaise donnée. Il y a plein de risques opérationnels en fait. Après, il y a un deuxième niveau de contrôle où là, ça va être plus regarder qu'est-ce qu'on met en place dans l'entreprise pour justement réduire ces risques et contrôler. Et donc, s'il y a une erreur qui se produit effectivement, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et dernièrement, il y a l'audit interne et le contrôle interne où là, on vient contrôler un peu en globalité et faire des contrôles précis sur un métier pour vérifier que tout se fonctionne bien. Donc, il y a le risque, en fait, comment le définir globalement, c'est est-ce que tu aimes bien. Généralement, il y a quand même une grande part, je ne sais pas si tu peux me compléter, Lucas, mais je trouve de contrôle et il faut que tu aies un peu cette appétence de. C'est pour ça qu'on dit un peu l'appétence pour les mathématiques aussi, parce que peut-être que vous ferez pas, si vous faites de la compliance, peut-être que vous n'utiliserez pas de fichier Excel, mais il faut cette appétence pour la chose soit juste, la chose soit claire, la chose soit pas erronée, qu'on soit bien vérifié, contrôlé. Voilà, on est plutôt des gens qui, comment dire, qui aiment bien, genre que les choses soient carrées, on est en finance, quoi. Les risques. Je sais pas, Lucas, si tu veux me compléter. Ouais, non, mais tout à fait. Oui, peut-être compléter avec des exemples pour différents types de risques. Le plus parlant, peut-être pour vous, ça va être le risque de crédit. Une banque va octroyer un emprunt à une entreprise ou à un particulier. Vous, par exemple, peut-être que vous avez fait un emprunt pour l'ESCA. Le risque pour la banque, c'est que vous ne remboursiez pas cet emprunt à l'échéance qui a été convenue avec la banque. Et donc ça, c'est un coût pour une banque d'évaluer ce risque. Donc c'est le coût du risque. Et évidemment, l'objectif des banques, alors voilà, pour les banques, c'est de calculer ce risque, de le définir pour justement connaître son coût en fait. C'est une probabilité aussi, un risque. C'est la probabilité de défaut d'une contrepartie. Donc vous qui empruntez de l'argent, c'est la probabilité que vous ne puissiez pas rembourser le crédit. Donc en fait, la banque, typiquement dans le risque de crédit, elle va justement noter chaque interlocuteur qu'elle a. Donc vous, encore une fois, vous demandez un crédit, je ne sais pas, à la BNP par exemple, et la BNP, pour chaque crédit, elle va vous noter en fonction de ressources de votre dossier que vous avez donné pour avoir ce crédit. Elle va vous donner une note et cette note va constituer un risque pour la banque et évidemment, elle le calcule et elle l'inclut dans ses résultats. Le coût du risque est très important pour les banques. Et vous avez un risque pour énormément de choses, comme vous voyez là. Donc, n'hésitez pas après dans le Q&A, si vous avez des doutes sur un des risques, on pourra vous aiguiller. Bien sûr, et si vous avez des idées de, je sais pas, une appétence ou des idées de carrière, voilà, vers où vous vous dirigez, et si vous vous demandez est-ce que je suis fait ou pas pour ça, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante, sur la partie Q&A. Je pense qu'on va partir à. Oui,
Donc, si vous avez Ouais. des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si vous pouvez parler, je ne sais pas si vous avez le droit, mais sinon le chat, et je me chargerai de les retransmettre. Alors, on a une première question. Quel est le master contenant le plus de maths? De l'INA. Euh, je sais pas, parce que je fais qu'un seul master, mais, mais est-ce qu'on fait beaucoup de maths? On ne fait pas de démonstration mathématique. On utilise des chiffres, quand même beaucoup, souvent. On ne fait pas vraiment de maths comme un mathématicien. Euh, on fait des maths de finance, c'est surtout des additions, des soustractions, des divisions, voilà quoi. Mais tu On a un travailles cours les chiffres. de, excuse-moi, Colin, juste, on a un cours de méthode quantitative, voilà, par exemple, mais c'est pas l'essentiel du master. Alors, je sais pas si ta question concerne les cours ou plus l'alternance, mais en tout cas, si toi, tu as peur des maths, parce que j'imagine que tu poses cette question parce que ça te fait peut-être peur des maths, en tout cas, pendant ton alternance, sauf si tu es analyste quantitatif, il y a pas énormément de maths. Après, évidemment, quand tu es en finance, pour n'importe quel master, tu auras des calculs et tu auras des chiffres, ça c'est sûr. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Colin, sur cette question. Ouais, et puis pas des maths, mais ce qui peut s'en rapprocher pour certains. On a un peu de code quand même, avec SAS surtout. Vous allez voir, c'est un logiciel qui demande des procédures, etc. Et donc, c'est bien d'avoir une logique un peu mathématique. Je sais que ça aide pour coder. Merci. Alors, on a une autre question de Victor Etienne encore. Il aimerait partir sur la gestion patrimoniale. Il nous demande si on est d'accord que ça fait partie de l'audit. Alors, non. Enfin, ça dépend. En fait, la gestion patrimoniale, c'est plutôt, comment dire, un secteur d'activité. Donc, en fait, c'est une espèce, souvent, c'est des banques ou des sociétés de gestion qui, en fait, se destinent à des gens fortunés et qui leur disent, confiez-nous votre argent, on va le gérer pour vous. Euh, Après, quand on est dans ce secteur-là, on a plein de métiers différents. On a le métier de gestionnaire de portefeuille. Donc, tu peux faire gestionnaire de portefeuille en justement société patrimoniale ou tu peux faire gestionnaire de portefeuille sur un desk à Paris dans une grande banque. Donc, c'est deux choses différentes. Si tu veux faire de l'audit, c'est ça? Si tu fais de l'audit, tu peux faire de l'audit chez Total, hein. Euh, Toutes les grandes boîtes ont une division audit. Mais après, la gestion patrimoniale, c'est vraiment un secteur dans la finance. Donc les deux sont pas corrélés. Je sais pas si c'est Voilà. clair. Alors, on a une question d'Anaïs Crépin, j'espère ne pas écorcher le nom. Savez-vous si ce master va ouvrir dans d'autres campus? J'imagine que pour le moment, on n'a pas l'information. Donc, moi, j'ai précisé que l'ESCAR viendrait à ce sujet prochainement dans le cadre de circulaires, de mail. Ensuite, on a Antoine Monet qui nous demande le choix des masters se fait sur le classement des 2 premières années. Il y a peu de place en finance en alternance. Pour vous, c'était comment? Et ensuite, il faut savoir que pareil, l'ESCAR viendra vers vous à ces sujets avec l'ensemble des informations. Mais Colin et Lucas peuvent peut-être vous parler de leur expérience. Ouais. En effet, alors pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur vous, votre sélection qu'il y aura. Moi, personnellement, en effet, c'était les 2 premières années qui comptaient, et notamment 5 matières financières plus particulièrement. En fait, ils prennent 5 matières financières que vous avez en première et deuxième année. Ils font le total et ils divisent par 5. Ils font une moyenne en fait des 5 matières. Et si votre moyenne est en dessous de 12, vous ne pouvez pas en fait postuler au master. Donc déjà, il y a cette première chose. Et ensuite, il faut une sélection en fonction des notes et des élèves. Et peut-être pour revenir sur ta deuxième question, il y a peu de place en finance en alternance. Ça dépend vraiment. Enfin, moi, je pense que ça dépend des années. Je crois que cette année, il y avait 45 personnes qui avaient été prises après la première sélection.
Et après, il y a eu des entretiens, il y a eu tu devais t'enregistrer pour postuler. Tu devais répondre à des questions. Il y avait l'ESCA qui avait mis en place une plateforme. Derrière ça, il y a 30, vu qu'on est 30 dans une classe, sur les 45, il y a 30 personnes qui ont été prises. Du coup. Donc il y a deux, en fait, moi personnellement sur ma sélection, il y a eu deux phases de sélection. La première, tes notes sur les 5 matières, donc la moyenne de ces 5 matières, et la deuxième phase, une sorte d'entretien. Alors c'était pas un entretien avec une personne physique, mais je devais répondre à des questions et je devais m'enregistrer. Et en fonction de ça, l'ESCA m'octroyait le master ou pas. Voilà, et juste pour vous donner un exemple que vous ne reposiez pas sur vos lauriers, il y avait une fille qui était dans la même... j'avais une pote qui était dans la même année que moi, et elle avait postulé aussi pour FRM, et je crois qu'elle était 20e la première année et 50e la deuxième année de l'ESCA, et elle n'a pas été prise. Donc voilà, comme vous a dit Lucas, c'est vraiment des conditions éliminatoires, le fait d'avoir des bonnes notes dans les 5 matières, mais ce n'est pas du tout condition de votre sélection. Il faut vraiment que vous défendiez votre projet, que si vous avez un stage en finance, ne pas avoir de stage en finance et arriver en fin de troisième année et dire oui, plus tard j'ai envie de faire de la finance, c'est compliqué. C'est très compliqué et je vois pas. Vous pouvez toujours tenter, hein, rien n'est impossible, mais là, l'ESCA, son but aussi, c'est que tous ces étudiants soient recrutés en fin de 5e année. Plus leurs étudiants sont recrutés, mieux ce sera pour la réputation de l'école aussi. Plus les étudiants sont épanouis dans ce qu'ils font, mieux ce sera pour l'école aussi. Donc voilà, leur dire, avoir fait des stages de marketing et de vente en première et deuxième année, et peut-être même troisième année, et arriver à la fin de ces 3 ans et dire en fait j'ai envie de faire de la finance et du risque, il faut être bon vendeur. Voilà. Je pense qu'on a du coup pris toutes les questions qu'il y avait pour le moment. On va pouvoir passer du coup à la partie suivante sur le Master Corporate Finance. Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, donc moi je suis Jules Lebotte. Alors, je viens d'intégrer le Master Corporate Finance donc cette année. Donc, je suis en Master 1 sur le campus d'Aix-en-Provence. Alors, moi j'ai choisi de faire ce master parce que j'ai toujours eu une appétence pour la finance depuis toujours, également pour les chiffres. Contrairement au master compliance, risk compliance, personnellement, je suis plus orienté sur la finance d'entreprise parce que je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche, par exemple, pour plus tard des postes de direction dans des groupes, en tout cas des postes de direction dans le métier de la finance, avec également du management. Donc, pour ma part, je fais mon alternance en audit chez EY à Marseille. Donc, j'ai justement choisi de l'audit parce que c'est un métier qui est très diversifié où justement on va travailler pour différentes entreprises dans des secteurs différents. Donc, c'est très enrichissant, ce qui permet justement d'avoir une connaissance plus approfondie de la finance d'entreprise et qui va bien, je trouve, avec ce qu'on apprend en cours et qui est relativement complémentaire avec nos matières. Voilà, donc je vais faire aussi la présentation accompagné de Quentin Lecernec. Alors Quentin, si tu es là, je te laisse te présenter. Yes, merci Jules. Donc bonjour à tous, je me présente Quentin Lecernec. Donc personnellement, je suis en 2e année du Master Finance d'entreprise, donc aussi sur le campus de Aix. Donc juste pour retracer rapidement mon parcours, je suis rentré en première année à l'ESCA, donc à Bordeaux. Je pense que un peu comme Jules, j'ai choisi le Master Finance d'entreprise parce que à mes yeux, ça restait un master quand même qui présentait des matières assez générales et assez ouvertes sur la culture d'entreprise. Et personnellement, c'est ce qui m'intéressait, d'avoir des connaissances qui me permettraient d'intégrer un jour une direction financière. Et donc, comme Jules, j'ai choisi d'intégrer EY, un peu pour ces raisons, parce que
on a toutes les semaines, on va changer de mission, on va intervenir chez des clients différents. Je sais que personnellement, j'interviens vraiment pour des entreprises qui font partie de secteurs différents. Donc, j'ai des parcs d'attractions, j'ai des travaux publics, des entreprises qui rénovent des yachts, ce genre de choses. Et on va commencer à vraiment rentrer dans le détail chez le client et s'intéresser vraiment au fonctionnement financier de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà. Ok, donc alors pour le master, la nouveauté justement que moi j'ai vu cette année, c'est avec le premier semestre des AMS, Academic Management Studies. Donc en fait, c'est un nouveau semestre en fait qui est basé comme on a tous en fait un master de management, mais avec une spécialisée corporate finance. Donc en fait, on nous a mis relativement un semestre avec des matières plus orientées sur le management. Donc après le semestre 7, donc le premier semestre de master, on a ces 6 matières-là. Donc il faut information système management. Donc c'est plus par exemple de l'Excel VBA. Donc c'est plus on va dire sur des programmes sur Excel et également Python. Après bon on a de la data analysis. Donc c'est plus pour tout ce qui est data, base de données, savoir les comprendre et les analyser. Après, bon, on a aussi de la finance, le management, de la finance de management. Et également, par exemple, comment une entreprise est organisée, les différents postes entre, par exemple, les actionnaires, les personnes qui dirigent l'entreprise. Ensuite, on a également tout ce qui est sur l'éthique et CSR. Donc, c'est quelque chose que on doit connaître aujourd'hui dans la finance d'entreprise et même dans le management, avec, on va dire, toutes maintenant les problématiques environnementales et sociales que maintenant on doit prendre en compte dans l'entreprise. Puis après, on a également des cours de stratégie et leadership. Ces deux matières-là, sauf erreur de ma part, ils se passent d'ailleurs à Budapest. Dans le cadre du master, on va passer 3 semaines en fait à Budapest pour effectuer ces deux matières-là. Donc, c'est plutôt sympathique. Et donc voilà, donc on commence en tout cas le master avec ces 6 matières-là et on commence également, on a quelques matières sur le semestre 8, question de logistique. Voilà. Puis je vais laisser Quentin poursuivre sur les matières du S8 et M2. Super, merci Jules. Alors, juste avant de vous présenter un peu les matières qui sont spécifiques au master, juste parce qu'on n'en a pas du tout parlé, donc le rythme, nous d'alternance, en général, ça va être 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Ça, il faut le savoir. Et ce rythme, il va énormément varier en fonction de l'année parce que le master, il s'est beaucoup ouvert à l'audit. Donc, juste pour vous dire, dans ma classe, perso, on est 8 en audit financier. Du coup, le rythme va varier. En janvier, on va passer par exemple 5 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et voilà. Et donc, si on s'attaque un peu aux matières qui sont spécifiques au master, comme vous pouvez voir, on va avoir un peu de matières qui sont liées à la comptabilité. Donc, vous allez avoir en général tout ce qui est rappel de compta des 3 premières années, donc rien de compliqué. On va commencer à vous parler de notions de tout ce qui va être la consolidation ou les IFRS. Après, vous allez aussi vous intéresser à des matières qui sont plus spécifiques euh, au monde de l'entreprise en général, donc vraiment le contrôle de gestion, qui est globalement la base du master. Et, euh, et après, vous allez toucher en fait à tout l'environnement externe de l'entreprise, selon moi. Donc toutes les notions de finance de marché, parce que si vous bossez dans des groupes cotés, il faut avoir quand même une certaine connaissance des marchés. Je pense que vous allez avoir beaucoup de cours donc de droit, de fiscalité, ce qui est aussi hyper intéressant. Je pense que quand vous êtes dans l'entreprise, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir certaines connaissances en droit qui vont vous permettre de vous dire que là, sur certains sujets, il va falloir consulter les avocats, ce genre de choses. Mais donc, comme je le disais avant, en fait, les matières elles vont rester hyper globales et ça vous permet d'acquérir vraiment une certaine culture financière. Et juste pour vous dire globalement, en fait, il y a quand même beaucoup de cours théoriques, hein. Tout ce qui va concerner les IFRS, le droit, ce genre de choses. Je pense que vous avez pu voir les cours de droit du cursus des jeux des 3 premières années. Mais vous allez quand même avoir beaucoup de pratiques. Donc, pour vous parler de notre cas en contrôle de gestion, en fait, on a un professeur qui est contrôleur de gestion chez Airbus. Et en fait, le cours,
c'est vraiment des grands cas pratiques. Donc, en 4e année, ce qu'on faisait, c'est qu'on a vraiment pris un cas réel et on a fait tous les coûts liés à ce cas. Donc, si on peut juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ah, parfait. Et donc, en fait, les cours de 2e année, ça va vraiment être la continuité de la première année de master. En contrôle de gestion, on a récupéré par exemple le même professeur et on fait encore des cas pratiques. Et cette fois, on va s'intéresser à un autre aspect du contrôle de gestion, donc tout ce qui va être budget, pareil, que des cas pratiques. Et comme je vous le disais avant, tout l'environnement externe de l'entreprise, donc comprendre l'environnement bancaire, puisque si vous travaillez en finance dans une grande entreprise, vous allez forcément bosser de temps à autre avec les banques. Donc voilà, globalement, oui, le contrôle interne, c'est vrai que c'est des sujets, par exemple, nous qui sommes en audit financier, on pourrait forcément intégrer après une grande entreprise en contrôle interne, ce genre de choses. Donc, je pense que ça reste assez général. Ça peut vous permettre de vous ouvrir à vraiment différents métiers. Je sais que dans la classe, franchement, on est beaucoup à pas faire le même métier. Et je pense que c'est la force de ce master. Si jamais tu veux ajouter quelque chose d'autre, Jules, tu m'arrêtes. C'est bon? Non, bah, c'est très bien. Et puis même, je voulais ajouter, bah, par exemple, pour la diversité des alternants, en tout cas, par exemple, dans ma classe, je suis aussi bien donc, bah, des personnes en audit, mais on a du M&A, contrôle interne, on a également gestionnaire de patrimoine. Donc c'est très diversifié et justement, c'est ce qui fait la force de ce master. Alors, donc voilà, donc maintenant on va poursuivre bah, le choix de l'alternance. Donc l'alternance, donc c'est pour 2 ans. Bon, bah, Lucas et Colin ont déjà pu un peu expliquer auparavant, donc c'est quasiment la même, enfin c'est la même chose. En soi, c'est important parce que c'est 2 ans, donc c'est un long stage. Ça va vous diriger pour ce que vous allez faire plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le prendre à la légère. Donc faut bien réussir. Faut savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est un plus. En tout cas, ça permet de pouvoir rentrer dans le monde professionnel. C'est clairement l'objectif parce que les entreprises, l'objectif, c'est de vous prendre après l'alternance parce qu'au moins pendant 2 ans, en fait, elles vous ont formé. Donc au moins, quand vous rentrez derrière, en fait, ils veulent vous prendre en CDI. Vous êtes opérationnel tout de suite parce que vous avez déjà été 2 ans dans l'entreprise, donc vous connaissez tout le process interne de l'entreprise. Donc après, pendant ces 2 ans, donc permet de mettre en pratique ce qu'on voit, tout le côté théorique en cours. Ça permet également d'être plus professionnel, de gagner également en maturité et d'être plus à l'aise dans le monde professionnel. Parce que donc, par exemple, nous, en audit, on est amené régulièrement à être en contact avec le client. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un savoir-être qui est important. Puis en même temps, puis également l'alternance, contrairement à un stage, comme c'est 2 ans, ça permet d'avoir, on va dire, des missions plus importantes et sur le long terme, qui sont donc plus enrichissantes. Donc par exemple, en audit, l'année, il y a différents process, donc, par exemple avec la période fiscale, etc. Et donc, contrairement à un stage, donc, on va pouvoir voir tout le process d'audit d'une entreprise, ce qui est beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour un master en alternance, faut pouvoir s'adapter, être travailleur, parce que donc, bien évidemment, c'est un rythme qu'il faut pouvoir suivre, parce que donc déjà, les rythmes à l'école sont plutôt élevés parce qu'on fait le même nombre d'heures qu'un format classique. Donc, les semaines de cours, on a quand même pas mal d'heures de cours. Puis après, en fonction de votre alternance, les horaires peuvent être assez élevés. Faut avoir évidemment une appétence pour les chiffres et la finance. Donc, quand on s'engage dans un master en alternance en finance, faut être sûr, je veux dire, de vouloir faire de la finance. Donc, c'est pas en effet si on hésite entre, par exemple, du marketing et de la finance, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est vrai qu'il y a il y a une sélection importante quand même pour les masters en alternance. Donc, voilà, c'est mieux vaut être sûr de vouloir faire de la finance plus tard avant de s'y aventurer. Faut avoir, bon, après, faut avoir aussi une capacité de raisonnement, d'organisation, parce en effet, faut être capable de gérer à la fois son travail en entreprise tout
tout en assumant la charge de travail à l'école, parce que bien évidemment, on a des devoirs même quand on est en entreprise. Puis également, bon, bah, être à l'aise avec les outils informatiques, parce que aujourd'hui, on passe notre temps sur Excel. Donc voilà, faut apprécier, faut être à l'aise en tout cas avec tout ce qui est informatique. Alors ensuite, on va voir sur les opportunités de carrière. Donc notre master, il est très général. Donc on peut aussi bien faire du consulting en entreprise, être auditeur. Mais on a également un peu une ouverture quand même sur le secteur bancaire, même si c'est pas du tout notre principale activité. Après, bon, ça peut être en France ou à l'étranger. En tout cas, nos matières sont principalement en anglais, donc je trouve que c'est vraiment un plus parce que vu qu'on est amené par exemple à travailler dans des groupes plutôt importants à l'échelle internationale, maintenant c'est un must d'être à l'aise en anglais. Ensuite, dans les structures, bon, bah, bien évidemment, ça peut être des petites entreprises tout bien comme des groupes internationaux. Donc après, en audit, bah, on est amené en tout cas à travailler avec honnêtement de tout, à toutes les échelles. Donc c'est très ouvert. Voilà, après, je sais pas si Quentin, tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux opportunités de carrière. Si on peut compléter juste sur les opportunités de carrière. Déjà, bon, le choix du master, il est important, mais c'est vraiment le choix de l'entreprise aussi. Je pense que selon l'entreprise où on a choisi de faire notre alternance, on n'aura pas forcément les mêmes opportunités de carrière. Et c'est ce qui avait été dit précédemment aussi pour l'autre master. Selon la banque que vous choisirez, vous aurez tel poste à la sortie et ce genre de choses. Nous, je pense que c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que j'encourage peut-être aussi le choix de l'audit financier. Parce que je vois, bon, c'est sûr qu'on a une grosse charge de travail, mais en fait, on est très vite responsabilisé. On a beaucoup de missions différentes. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, les opportunités de carrière. Enfin, je vois, par exemple, les gens qui sont partis du cabinet, les opportunités de carrière qu'ils ont eues et l'évolution. C'est assez impressionnant, les postes qu'ils ont obtenus en ayant fait 5-6 ans d'audit. Donc, je vous encourage, selon les ambitions, selon vos appétences pour tel ou tel poste, à vraiment faire attention au choix de votre alternance et à vous intéresser très rapidement au process de recrutement. Voilà. C'est bon pour nous, je pense. Ouais, Ça donc va. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on avait deux questions déjà. Donc, on a Alexandre Zalvetti qui nous demande, faut-il privilégier un profil généraliste ou bien expert? Que cherchent les entreprises? Donc, d'après vous, donc, je pense que c'est une question qui peut s'appliquer également au premier master risque. Oui, alors bah déjà, entre généraliste et expert, tout dépend de ce que tu recherches également, parce que en fait, si on va chercher à être expert dans un domaine, bah, autant dire qu'il faut être sûr en fait de ce que tu veux faire plus tard. Donc c'est ça justement le côté de ce master Corporate Finance, c'est très généraliste. Donc si tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux faire, en tout cas tu sais que tu veux être dans la finance, tu sais pas forcément encore quel poste ni ce que tu veux faire plus tard. Je veux dire, c'est en tout cas un master qui reste généraliste, ça va pas te fermer des portes, au contraire. Donc en tout cas, si t'es pas sûr de ce que tu veux faire plus tard, j'ai plutôt envie de te recommander de rester sur la généralité pour pas te fermer de portes. Les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, en tout cas, c'est des personnes qui savent s'adapter, qui savent, on va dire, être plutôt multitâches. Après, tout dépend. Donc, quand tu es en finance d'entreprise, c'est plutôt ce qu'ils recherchent. Après, tout ce qui est par exemple dans le risque, c'est autre chose en effet. Et là, ça dépend concrètement de à qui tu t'adresses. Je ne sais pas si par exemple Colin ou vous voulez dire quelques mots par exemple sur ça, notamment sur l'expertise risque, de spécialité. Est-ce que ça ferme des portes ou non? Bien sûr, pour compléter ce que tu as dit, c'est que oui, effectivement, les entreprises elles cherchent des personnes rigoureuses. Après, moi, si
ta question, c'est dans le sens, est-ce qu'il faut te présenter à l'entreprise plus avec d'une façon généraliste ou plus expert? J'ai du mal à voir en fait comment tu peux être expert à la fin d'une 3e année dans un domaine, sachant vu les matières qu'on a eues en fait. Les postes en entreprise sont tellement spécialisés que si tu arrives à l'entretien en disant bon ok moi je suis expert là-dessus, je peux tout vous expliquer, le recruteur il va t'allumer avec des questions techniques et t'inquiète pas que tu vas être en PLS. Donc franchement, si c'est là-dessus, genre, je te conseille pas. Je pense que ce qu'ils recherchent et ce qui m'a bien aidé, je pense, dans mes entretiens, c'est de mettre en avant ce qui te différencie d'un autre élève qui a fait exactement les mêmes études que toi. On a tous fait les 3 premières années du programme Grande École. Bon, il y en a d'autres, il y a des exceptions, bien sûr. Il y en a qui rejoignent le master en ayant fait d'autres études. Mais on a tous ce background académique. Ce qui te différencie, c'est tes stages, ce que tu as fait pendant tes stages, ce que tu as fait pendant tes périodes extrascolaires, à quelles associations tu participes, qu'est-ce que tu fais en vacances, est-ce que tu pars à l'étranger, est-ce que tu pars pas à l'étranger, combien de langues tu parles, est-ce que tu parles très bien, est-ce que tu parles pas bien, est-ce que tu fais du sport, c'est ça qui va te différencier en fait. Et en réalité, en entreprise, on reste assez rarement plus de 5 ans au même poste. Donc, quelqu'un d'expert, il peut être expert dans un domaine, le devenir, mais en tout cas, être expert à la fin d'une 3e année, c'est compliqué. Et voilà, je pense, focalisez-vous plus sur ce qui vous différencie que plus en arrivant, en étant expert. Bon, après, bien sûr, si vous cherchez un poste comme Lucas, où vous voulez faire un niveau hyper financier, où vous voulez faire du risque de crédit, assurez-vous que vous êtes calé sur l'analyse financière, quand même. Mais j'imagine que pour la finance d'entreprise, il y a aussi des fondamentaux pour certains postes. Je ne sais pas si en audit, il y a des choses sur lesquelles, avant l'entretien, vous devez être calé. Alors, non. Honnêtement, nous, à ce niveau-là, franchement, en audit, il n'y avait aucune compétence particulière qui était attendue. Et même pas en comptabilité, parce qu'au final, enfin, quand on est arrivé, quand perso je suis arrivé chez EY, j'ai eu 3 semaines de formation. Et c'est vrai qu'on a énormément repris les bases de la comptabilité. Et même pour vous dire, ils recrutent beaucoup de personnes en école d'ingénieur qui n'ont jamais fait de comptabilité. Donc, c'est vrai que nous, je pense qu'en finance d'entreprise, il n'y a pas forcément de prérequis qui est attendu. Parce que même au niveau des matières, on va pas développer des techniques financières, enfin, on n'a pas besoin d'avoir de grosses techniques financières. Nous, je pense qu'il va vraiment être recherché et ce que les recruteurs vont rechercher, c'est si vous avez une certaine logique et une certaine façon de structurer votre pensée. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous éparpiller dans tous les sens, vous allez prendre un problème et vous allez avoir le raisonnement logique. Et je pense que c'est vraiment ce qui est recherché. Et juste pour compléter la question, euh, en fait, je pense qu'il vaut mieux rester généraliste, surtout dans le domaine de la finance d'entreprise. J'ai pu échanger du coup avec des personnes assez haut gradées. Et par exemple, dans les entreprises, c'est vrai qu'ils vont rechercher des personnes, par exemple, qui vont être spécialisées dans la consolidation. C'est des compétences qui sont hyper recherchées. Mais le problème de ça, quand vous devenez expert, c'est que vous allez vraiment vous enfermer dans ce domaine. Et après, vous n'allez plus jamais pouvoir en sortir. Et si vous êtes trop bon dans ce domaine, après, les possibilités d'évolution, honnêtement, elles vont être moindres que je pense si vous avez beaucoup de compétences plutôt générales. Mais après, ça reste que mon avis. Si jamais les autres veulent compléter. Merci pour vos réponses. Donc, on a une question, enfin plusieurs questions d'Angèle Boucan, pardon, alors qui nous demande s'il est possible de gérer une alternance à Paris ou Angers en ayant des cours à Aix. Ouais, bah, moi, je vais prendre le cas juste de ceux qui sont avec moi en alternance. Honnêtement, on est très très peu à faire nos alternances sur Marseille. Plus de la moitié de la classe fait son alternance à Paris. Donc, bon, ils viennent la semaine, il y a 3 heures de train. Franchement, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui sont toujours à Angers. Bon, c'est un peu plus compliqué pour les déplacements parce que bon, Angers, Aix, c'est super mal relié. Mais sinon, après, il n'y a pas de problème. Je sais que la plupart des gens dans la classe prennent des Airbnb ou ils se sont organisés pour prendre des colocs. Honnêtement, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je sais pas, au niveau de ta classe, Jules, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, c'est exactement pareil. On a des personnes à Bordeaux, Lyon, Paris, et finalement on est très peu en fait à être sur Aix et Marseille.
Donc, c'est pas un problème. Voilà, donc la distance ne sera en soi pas un problème, c'était la deuxième partie de la question. Et troisième partie de la question, c'est est-ce que l'alternance commence bien dès le début de la 4e année? Alors oui. Alors personnellement, moi j'ai commencé dès par exemple le 5 septembre en entreprise, alors que les cours à l'ESCA commençaient que fin septembre. Donc oui, tu commences dès le début du master en alternance. Alors, toujours une question d'Angèle Boucan qui nous demande comment vous trouvez l'alternance EY, donc très certainement qu'elle est intéressée par l'audit. Je vais répondre en premier, Jules. Bah écoute, moi en tout cas, bah, j'ai pas eu, contrairement à Quentin, je suis là depuis peu, mais en tout cas mes premières impressions, c'est que c'est une expérience très enrichissante. L'équipe est bienveillante. On n'a pas forcément donc besoin d'avoir des requis, comme l'expliquait Quentin en comptabilité ou autre. On est vraiment bien formé. Je viens de finir par exemple mes 3 semaines de formation. Donc au final, on nous y prépare, on nous apprend et de toute manière, on est accompagné tout du long. Donc ce qui est plutôt agréable et réconfortant. Donc en effet, par exemple, il y a des personnes qui sont en école d'ingénieur, donc qui ne font pas forcément de la finance et qui font pourtant, qui entrent en audit chez EY. Donc, euh, donc moi, je trouve ça plutôt intéressant et je regrette pas en tout cas mon choix pour le moment. Et du coup, moi, si je peux compléter pour mon expérience, du coup, j'ai pu faire une année entière chez EY et donc d'audit. Perso, je suis assez content de mon expérience. C'est vrai que ça m'a permis, j'ai pu voir vraiment tout le fonctionnement des entreprises que j'audite. Donc, que ce soit, en fait, on fait beaucoup de revues de process. On va essayer de comprendre, par exemple, les risques en interne au sein des entreprises. On va pouvoir échanger du coup avec tous les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs de chaque service. Par exemple, j'ai pu voir le fonctionnement des achats, de la trésor. En fait, j'ai pu voir vraiment beaucoup de choses. Et après, honnêtement, sur les process, enfin, sur tout ce qui va être les clôtures financières, ce genre de choses pour qu'on puisse effectuer nos travaux d'audit. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. Les équipes, comme le disait Jules, elles sont hyper bienveillantes. Donc, j'ai bossé franchement avec des gens. Si j'avais un problème, une question, il n'y avait jamais de problème. Ils étaient toujours là pour m'aider. Donc, je suis assez content des compétences que j'ai pu développer. Et de là, pour cette deuxième année, c'est vrai que déjà, on m'a énormément responsabilisé par rapport à l'an dernier. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de venir en audit. Parce que je sais que ma charge de travail l'an dernier, elle a été honnêtement monstrueuse. Il y a des semaines où, enfin, je sais pas, peut-être que je finissais à minuit, 1 heure du matin. Et après, il fallait s'attaquer au cours. Donc, je pense qu'il faut être assez motivé et il faut savoir dans quoi on s'engage. Mais après, si vous avez la motivation, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et en cabinet à Marseille, les gens sont bienveillants. Et si jamais vous en sortez pas avec les cours, si vous en parlez, on vous laissera un peu plus de temps pour pouvoir travailler. Mais sinon, globalement, ensemble, assez content. Ok, Ok, merci. juste je me permets d'activer mon micro, je sais pas si Bien vous sûr, m'entendez. bien sûr. Pour répondre à tes questions, ça va être plus simple. Enfin, répondre à ce que tu viens de dire, pardon. Et du coup, si c'était à refaire, je sais pas si tu as pu comparer avec des gens qui ont fait leur alternance dans des plus petits cabinets d'audit. Est-ce que tu recommanderais d'être en alternance dans un plus petit cabinet d'audit où tu peux voir peut-être plus de choses ou une alternance à EY où là, du coup, c'est quand même très segmenté. Enfin, c'est très segmenté par secteur, etc. Je Alors, sais pas si tu as l'expérience d'autres personnes. alors nous, dans la classe, il n'y a personne qui est dans un petit cabinet. Les autres sont chez Price ou chez Grant Thornton. Mais juste pour compléter, c'est vrai que nous, à Marseille, on n'est pas beaucoup. On est une cinquantaine en audit et on n'est pas du tout, c'est pas du tout sectorisé. C'est-à-dire que tu peux vraiment intervenir sur tous les secteurs. Toi, je pense que il me semble que tu parlais de Paris tout à l'heure. C'est sûr, par contre, on fait pas du tout le même travail que les Parisiens. Parce que les Parisiens, honnêtement, déjà, ils sont sectorisés. Au cabinet, ils doivent être 5000 en audit. Donc, eux, déjà, ils n'ont jamais de problème de staffing. Et quand ils arrivent en junior, ils vont bosser sur certains process. Tu vois, ils vont bosser sur le cash, les fournisseurs, les capitaux propres. Et c'est vrai qu'ils vont rester très cantonnés à ces cycles. C'est vrai que nous, à Marseille, en fait, ça se rapproche quand même plutôt du fonctionnement d'un petit cabinet, tu vois. Honnêtement, je pense que j'ai déjà vu quasiment tous les cycles,
même des cycles qui se verraient, je pense, en senior à Paris. Donc, moi, personnellement, je recommanderais un cabinet de province. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus responsabilisé. Mais oui, par contre, si tu vas à Paris, tu verras beaucoup de moins de choses. Ça, c'est clair. Ok, ok. Merci. De rien. Alors ensuite, nous avions une question de Manon. Savez-vous quand se déroule la sélection des étudiants pour les alternants en finance? Alors, pour cette question-là, non, on ne sait pas, mais l'ESCA devrait revenir vers vous très prochainement. Ensuite, on avait une question de Pierre par rapport au PowerPoint. Donc, pareil, j'ai répondu par écrit, mais la conférence est enregistrée, elle vous sera partagée par mail d'ici quelques jours, je pense demain dans la journée. Et ensuite, alors moi j'ai répondu, peut-être que vous pourrez apporter votre réponse, Jules, Lucas, Colin et Quentin. Quelle moyenne avez-vous obtenue sur les matières financières pour avoir accès à l'alternance? Il me semble juste que tu as oublié la question d'Axel. C'est possible, j'en ai oublié une. Le recrutement dans ce master est aussi très sélectif, pardon, c'était une question. Si on n'a pas fait de stage en finance en 1A, 2A, est-ce rédhibitoire? Juste avant que vous répondiez, Jules et Quentin, je voulais préciser que en fait, pour notre master, c'est vrai qu'on est assez sélectif, mais après, tout dépend le métier que tu veux faire. Quand je disais, tu n'as aucune expérience en finance et tu postules au master FRM, c'est compliqué. À première vue, c'est compliqué. Après, si tu as fait, je sais pas moi, agent d'accueil dans une banque, bah déjà, ça peut compter comme une expérience en finance. Et puis, si tu as fait d'autres choses, en soi, tu peux toujours trouver du lien avec la finance. Après, si tu dis que tu veux faire du risque de crédit et que tu as vraiment fait aucun stage en, je sais pas, en analyse financière ou en audit ou quelque chose comme ça, là, en fait, c'est même pas que l'ESCA va pas te prendre dans le master parce que tu corresponds pas au profil, c'est que pour trouver une entreprise après qui veuille bien te prendre alors que tu n'as aucune expérience là-dedans, c'est compliqué. Donc c'est dans ce sens-là que je disais ça, donc ça dépend vraiment du métier que tu veux faire. Mais si c'est un métier, enfin je sais pas ce que c'est, je sais pas si tu veux nous dire ce que c'est. Mais bon, bref. Sinon, en tout cas, voilà, il y a toujours moyen de faire du lien dans vos CV et dans vos expériences pour y arriver. Voilà. Je vous laisse répondre, Jules et Quentin. Ouais, alors concernant la sélection du master, moi pour ce qui en est de ma promo, c'était à peu près au final 1 sur 2 qui était accepté. Donc nous, par exemple, là, on est une classe de 38, donc disons qu'on était peut-être à peu près 80 voire postulés. Comme Lucas l'avait précisé, moi c'était le même process de recrutement. Donc c'était en fonction de nos notes concernant les matières financières, avec également on avait une lettre de motivation à faire. Et ensuite, dans un second temps, après cette première sélection, on avait en fait une vidéo en fait auquel on avait des questions à répondre pour développer justement nos motivations pour faire ce master. Et après, pour ce qui en est des stages, c'est vrai que les stages 1A, par exemple, c'était des stages ouvriers. 2A, on nous demandait de faire des stages dans la fonction commerciale. Donc c'est vrai que c'est possible de ne pas avoir fait de la finance, de stage en finance avant de postuler à ce master. J'ai envie de dire que c'est sûr, je pense que quelqu'un qui a une expérience en finance sera plus avantagé parce qu'au moins elle a déjà une expérience, elle peut s'appuyer dessus. D'un autre côté, en fait, tout dépend la justification en fait de ton choix de master parce que tu peux très bien avoir fait un stage justement, on va dire en RH, en marketing. Et justement, ça t'a permis de te rendre compte que c'est pas du tout ce que tu veux faire et que c'est bien la finance que tu veux faire. Enfin, je veux dire, en tout cas, il faut avoir la bonne justification, les bons motifs pour justement convaincre en fait le jury que tu veux faire de la finance et que c'est ton choix et de pouvoir en tout cas soutenir ce choix-là. Donc en tout cas, ne pas avoir fait de stage en finance en A, de A, personnellement, je ne pense pas que c'est rédhibitoire. Voilà. Non, Alors, attends, juste si je peux compléter, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Jules. Je pense
en tout cas pour nous, pour le master finance d'entreprise, où la majorité des étudiants va s'orienter vers des postes de contrôle de gestion ou ce genre de choses, je pense pas que ce soit hyper important d'avoir fait un stage en finance en première, deuxième ou troisième année. Parce que déjà, je pense que déjà, trouver un stage en finance en ayant si peu de bagages théoriques, c'est assez compliqué. En général, les entreprises, elles recrutent plutôt au grade de master, donc je pense que c'est assez simple à justifier pour ce genre de choses. Et c'est vrai que notre master, en tout cas, ouvre à des postes où on n'a pas forcément d'avoir un vrai bagage technique préalable. Et au final, on va énormément apprendre sur le terrain. Donc, c'est pas rédhibitoire. Et juste pour finir sur la sélectivité du master, c'est pour reprendre les mots donc du directeur du master. Lui nous avait dit au niveau des places que en général c'était assez libre parce que moi dans ma classe on est moins que Jules, on est 28 et que c'était vraiment selon les profils des étudiants, donc ils fermaient pas le nombre de places, mais ça peut très bien être, ils peuvent très bien sélectionner qu'une vingtaine de personnes comme 40 dans la classe de Jules. Voilà. Et du coup, pour la partie sur les notes, j'imagine, enfin, c'est 12 minimum de toute façon de moyenne combinée des 5 matières qui seront retenues. Après, peut-être que vous pouvez donner un ordre d'idée de ce que vous aviez, si vous vous en souvenez. Perso, il me semble que j'avais à peu près 17 par là. Alors, personnellement, j'étais autour des 15. Voilà. Moi, je pense que j'étais plus comme Jules. C'était plutôt 14-15, ouais, aussi. Ouais, moi aussi, 15 et demi à peu près. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas aussi, par exemple, je sais qu'on en parle beaucoup des stages précédents qu'on a fait ou pas pour postuler au master. Si vous avez des questions sur vous personnellement, vous avez telle expérience et vous ne savez pas comment la mettre en avant, n'hésitez pas, on pourra peut-être essayer de vous aider. En attendant, j'ai pensé à d'autres choses. L'alternance, on en a un peu parlé enfin, très rapidement, mais n'oubliez pas que voilà, ça paye les 2 années d'études. Donc l'entreprise paye les 2 années d'études. Bon, ils sont subventionnés par l'État, mais quand même. Au final, tu n'as pas à débourser 20 000 euros. Et en plus de ça, vous avez un salaire. Donc le salaire, c'est aussi en fonction de votre âge. Ça peut être aussi en fonction de l'entreprise, mais généralement, c'est quand même assez normé. Et puis, pour mon master, je sais qu'on rejoint quand même des grandes institutions, donc c'est très normé. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des idées de combien vous pourriez gagner, mais moi, ça ne me dérange pas de vous le dire. Donc, si jamais vous voulez savoir, voilà. Et aussi, en plus de ça, du salaire, on a tous les avantages que peuvent avoir un salarié. Donc, c'est-à-dire participation et intéressement. J'ai un ami, par exemple, il s'est fait de la participation, il en a touché, il est chez Natixis, donc c'est entre 8 000 et 12 000 euros de participation. Donc, bon, je pense que c'est le seul de la classe à avoir autant de participation, mais voilà, genre, oubliez pas ça, cet aspect financier. Je vois dans les commentaires que ça intéresse quand même pas mal de gens. Donc, ouais, en fait, c'est un pourcentage du SMIC. Et en fait, bon, nous, on a toujours les cotisations sociales, etc. Pour certaines boîtes, il y a les tickets restaurants et tout, donc ça peut faire varier votre salaire aussi. Mais oui, c'est entre 1500 euros et 1700 euros par mois. Voilà. Donc c'est quand même Voilà. conséquent. Et pour ceux qui voyagent, voilà, ça permet de vous constituer de pouvoir couvrir vos frais assez facilement. Parce que j'ai envie de dire, on ne paye pas d'impôt dessus. Et puis pour ceux qui ont des prêts étudiants, peut-être que vous allez pouvoir rembourser une partie en anticipé. Donc voilà. Alors, juste rajouter, Colin, moi, personnellement, dans ma classe, la fourchette, elle est entre 1000 et 2000. Je dirais plus 1000 et 2000. En effet, il y en a beaucoup. Alors maintenant, ça ne se faisait pas avant, mais il y en a beaucoup à 1000, 1300, 1400, 1500.
Et surtout, un élément aussi, alors je crois pas que tu l'aies dit, mais la deuxième année, généralement, ça augmente. Donc, ça vous, enfin, je pense que c'est aussi une incitation des entreprises à ce que vous continuez dans l'alternance. Mais généralement, enfin, c'est une augmentation qui est assez significative. Donc c'est aussi intéressant de rester dans l'entreprise rien que pour ça. Et en effet, il y a la participation dans les grands groupes bancaires. Vous êtes très très bien, vous avez plein d'avantages. C'est assez incroyable. Donc voilà, juste pour ajouter. Pour les masters audit, du coup, vu qu'on avait aussi une question d'Angèle qui nous demandait combien on gagnait en alternance dans un cabinet d'audit, si vous aviez une fourchette aussi. Honnêtement, chez EY, et je sais que mes camarades qui sont chez Price, c'est la même chose. Nos salaires, c'est sur les pourcentages du SMIC proposés par l'État. Donc moi, personnellement, mon salaire en première année, c'était aux alentours de 1000 euros. Cette année, ça a augmenté à 1200. Et c'est vrai que par contre, nous, tout ce qui est intéressement et participation, on n'a rien du tout. Donc là, le salaire d'un alternant en audit, il n'est pas très intéressant. Après, c'est sûr que faut voir plus loin. Si tu veux faire de l'audit, quand tu seras en CDI, ton salaire il sera beaucoup plus intéressant, il va évoluer beaucoup plus vite. Mais c'est sûr que sur le moment, c'est beaucoup moins intéressant. Et par exemple, tous les autres parlaient de tous les avantages. Je sais que dans ma classe, par exemple, il y a des gens qui sont dans le groupe Bouygues. Ils ont parlé des 8000 de participation. Et il y en a qui se font payer leurs allers-retours pour venir à Aix suivre les cours, qui se font payer leur logement à Aix, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'en entreprise pour l'alternance, à ce niveau-là, ça peut être très, très intéressant. Ok, merci. Ensuite, on avait une question de Arthur Berthaud. Est-ce qu'une alternance en M&A ou Private Equity est envisageable dans le Master Corporate Finance? Jules, tu diras ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je pense pas, sachant que globalement, dans le secteur du M&A et du Private Equity, l'alternance, c'est pas du tout généralisé. Déjà, c'est très récent en audit, mais le M&A et le Private Equity, je pense pas que ça recrute en alternance. Après, si tu en as une, c'est possible, tout est possible, mais compliqué, je pense. Ouais, je rejoins Quentin, c'est pas très commun. Après, c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ma classe, il y a une seule personne, par contre, qu'une seule, mais qui est en M&A. Voilà, c'est vrai que c'est pas commun. Je pense que c'est compliqué d'avoir une alternance en M&A, par exemple, sans avoir, je sais pas si c'est ton cas, en tout cas Arthur, sans avoir d'expérience en finance auparavant. Ok, merci. Et enfin, une dernière question, sauf si on a d'autres qui se sont reposés par la suite, de Victor, qui nous demande si vous connaissez des gens en alternance qui ont pu être pris avec des 13 ou 14 de moyenne pondérée dans les matières financières. J'imagine que... En tout cas, pas forcément Moi, je pense que c'est possible. Il n'y a pas de... Je pense que 13-14, c'est encore dans les personnes qui peuvent être sélectionnées. Il y a pas de... Le minimum, c'est 12. Après, ça dépend vraiment de la moyenne, je pense, des gens qui ont candidaté. Si tu es dans un pool de personnes qui ont eu 18 de moyenne, la plupart, oui, là, c'est compliqué, mais je pense que dans les faits, c'est jamais le cas. Je pense que 13-14, c'est largement faisable avec une bonne lettre de motivation. Il n'y a pas de souci. Mais bon, après, voilà, encore, ça dépend de ta promo. Donc, il faut croiser les doigts, quoi. Je pense. Voilà, merci à tout le monde. On n'a pas d'autres questions. Comme on vous l'avait indiqué au début, la conférence a été enregistrée. Elle vous sera envoyée par mail très certainement demain dans la journée. Si vous avez d'autres questions, je pense que Quentin, Colin, Lucas et Jules seront ravis d'y répondre. Et sinon, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous, membres de l'association. On pourra très certainement vous aider. Et on vous tiendra au courant des prochains événements qu'on organisera dans les prochaines semaines. Merci à tous. Merci. Merci Merci beaucoup. à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.